Bienvenue dans le MAG, votre rendez-vous quotidien sur School TV, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Chaque semaine, lumière sur des initiatives locales, régionales et nationales. Et aujourd'hui, c'est en compagnie d'Agathe Delannoy. Bonjour Agathe. Bonjour Alix. C'est parti pour le sommaire. Nos trois invités ont une passion commune, leur amour de la nature et des animaux. Ils partagent aussi le désir de transmettre cette passion aux enfants à travers des récits enchanteurs et des contes captivants. Et justement, quels sont les ingrédients d'une histoire captivante? Comment choisit-on un sujet plutôt qu'un autre? La réalisation d'une bonne histoire n'est pas si simple. Les coulisses du processus créatif seront dévoilées dans cette émission. Et puis, dans ta loupe, Agathe, de quoi nous parles-tu? Eh bien, je vous parle de l'association Darwin qui a été créée par Mathilde et Nicolas, des frères et sœurs qui étaient âgés de 8 et 5 ans, qui ont créé une association pour aider les animaux qui sont en refuge. Et c'est dans un instant, c'est parti pour une nouvelle émission. Avec nous par Skype, on retrouve Ambre Godet, journaliste et reporter animalière jeunesse, conférencière, directrice artistique de la Maison du Podcast et créatrice de Wild, le podcast animalier. Bonjour Ambre, bienvenue. Bonjour Alix, merci. Et également, toujours par Skype, Marie Houlbreck, co-auteure des livres de la forêt et ancienne institutrice en maternelle. Bonjour Marie. Bonjour. Et vous êtes aux côtés de Sylvain Mangel, photographe animalier et co-auteur des livres de la forêt. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir répondu présent à notre invitation. Ambre, on commence avec vous. Comment est né le label Maison du Podcast ? Alors, la Maison du Podcast, c'est un label de production de podcasts jeunesse. En fait, c'est une maison qui est installée à Marseille, qui appartient au groupe Unique Héritage Média, qui est un groupe qui a de nombreux titres de presse jeunesse, tels que Journal de Mickey ou Picsou Magazine, pour ne citer que. Et donc, nous sommes spécialisés dans la production de podcasts pour les enfants. Nous avons notamment un podcast qui s'appelle Mickey Légende, qui fonctionne très très bien, puisque c'est plus de 15 millions d'auditeurs dans le monde, voilà, pour écouter ces histoires, mais on en a beaucoup d'autres. Et un petit point qui m'intriguait en préparant l'émission, pourquoi à Marseille ? Alors, parce que moi, je suis à Marseille, parce que je suis reporter animalier avant tout, et que vivre à Paris, quand on adore la nature, c'est compliqué. Donc voilà, moi je suis basée à Marseille, je suis juste à côté des Calanques, ce qui me permet d'être en permanence entre les Calanques et la mer. Et du coup, cette maison du podcast, c'était aussi important pour moi de la mettre ailleurs qu'à Paris, tout simplement parce qu'il se passe beaucoup de choses en province aussi, que Marseille est une ville où il se passe beaucoup de choses pour le podcast. On a un gros vivier de podcasteurs ici, de création originale, et voilà, je trouvais ça chouette de la mettre ici. Et d'ailleurs, je crois que la première production label Maison du Podcast, c'était avec WWF, et ça concernait la Méditerranée. Absolument, ouais, c'était notre toute première production, une production pour les enfants, puisque nous avons créé ce podcast qui va être diffusé dans les écoles pour les sensibiliser aux espèces de la Méditerranée. On a créé un podcast interactif diffusé dans les écoles où les enfants doivent répondre. En fait, c'est un peu l'histoire dont ils sont le héros, c'est-à-dire qu'à la fin du podcast, ils doivent faire un choix, et en fonction des choix qu'ils vont faire, ils vont sauver des espèces. Et parmi les productions du label, il y a Wild, un podcast animalier écrit et réalisé par vos soins. C'est en quelque sorte la vie animale expliquée aux enfants. C'est quoi la particularité de ces reportages ? La particularité, c'est que justement, ce sont des vrais reportages animaliers. C'est-à-dire que je pars aux quatre coins de la planète, en France beaucoup, mais à l'étranger aussi, découvrir des animaux. Et donc, je pars avec mon micro, je pars toujours avec des guides, des scientifiques, des naturalistes. Je pars jamais toute seule. Et donc, ce sont des vrais reportages animaliers en situation. Ce qui est assez dingue comme pari, de faire un pari sur du podcast en situation, en reportage. C'était un peu une folie quand j'ai lancé ça il y a 3 ans. L'idée, c'est vraiment d'emmener les enfants avec moi dans ce podcast en reportage. Donc on marche dans la forêt, on va rencontrer plein d'espèces, que ce soit les crapauds, les flamants roses, les lynx, les ours au Canada, les chimpanzés au Cameroun ou les orques en Arctique. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller partout in situ. Justement, Ambre, je propose qu'on en écoute un extrait. C'est parti pour l'aventure. Notre petite embarcation se met en route et très vite, nous apercevons nos premiers dauphins qui viennent sauter autour de notre bateau. Là, il est devant là. Il est à l'avant. Devant. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est le dauphin qu'on est en train d'observer là? Qu'est-ce que c'est alors comme espèce?
Alors on est en train d'observer le dauphin tacheté pantropicale. Donc c'est on va dire le plus commun en Guadeloupe, c'est aussi le plus petit. Il fait une centaine de kilos pour 2 mètres. C'est un dauphin assez rapide et qui peut être aussi très aérien. On l'a déjà vu à 6-7 mètres de haut. Ah oui, ils sont comme ça, hors de l'eau à 7 mètres. C'est un des plus aériens, ouais, celui-là. Et puis du coup, là, aujourd'hui, là, ils sont un peu en mode surf. Ils aiment bien surfer la houle, les vagues comme ça. Ils sont assez addicts au bateau, donc c'est vraiment des dauphins très sympas à regarder. On a l'impression que c'est des jeunes plutôt à l'avant, ils ont l'air assez petits, non? Alors pour l'instant, ouais, c'est des jeunes. Alors c'est souvent les jeunes qui jouent devant le bateau. Les adultes, ils mènent un peu la chasse des fois, ou en tout cas, ils mènent la troupe. Par exemple, ça met combien de temps pour concevoir un épisode ? Alors, c'est très difficile à définir parce qu'en fait, tout dépend aussi de là où on va. Là, c'est un épisode qu'on a tourné en Guadeloupe. Donc, il s'agit de le préparer déjà en avance, ce reportage, de trouver les guides qui vont nous emmener voir les espèces, de définir quelle espèce on va aller voir. Et ensuite, de retour à la maison, il y a le montage, il y a le sound design. On a des ingénieurs qui bossent, un ingé son qui bosse dessus, bien sûr. Et puis ensuite, on a les illustrations qui vont avec, animer les réseaux sociaux, répondre aux questions des enfants parce que dans chaque épisode, on a aussi des enfants qui nous posent des questions sur les animaux. Donc, tout ça, en fait, c'est difficile à définir, mais c'est beaucoup de travail. Et votre podcast, il a déjà été récompensé par 3 prix. Il y a une recette à ce succès ? Je pense que c'est ce qui fait son succès, c'est son originalité et c'est vraiment le message qu'il veut faire passer. C'est-à-dire, on est vraiment dans l'émerveillement pour sensibiliser les enfants. Moi, j'ai pas du tout un discours alarmiste. Voilà, même si les conditions sont pas terribles sur la planète, moi, j'ai plutôt envie d'émerveiller les enfants et de leur montrer le beau plutôt que de les effrayer, parce que je m'adresse aux tout petits, entre 5 et 8 ans. Donc moi, je suis pas là pour dire c'est la catastrophe, toutes ces espèces vont disparaître. Je suis là pour dire regardez ce qu'on a, regardez le vivant, regardez autour de vous. Et je pense que c'est un message qui fait du bien en ce moment. Et peut-être que c'est pour ça qu'il a un tel succès. C'est vrai qu'il a été récompensé dans plusieurs festivals. Et là, on vient juste de recevoir un nouveau prix pour pouvoir l'adapter en dessin animé. Il continue son chemin, sa belle aventure. C'est pour quand ce dessin animé ? Alors, ça risque d'être long. La fabrication d'un dessin animé, c'est très long. Mais en tout cas, c'est le début d'une aventure. Et justement, pourquoi vous aviez choisi le format podcast plutôt qu'un autre ? Parce que je suis moi-même journaliste radio. En fait, c'est ça ma formation au départ, c'est que je suis journaliste radio. J'ai travaillé pendant 15 ans dans des radios. Donc, je ne me promenais jamais sans un micro, des formations professionnelles. Et donc, à chaque fois que je partais voir des animaux, parce que c'était ma passion, donc même en voyage privé, j'allais toujours avec mon micro. Je me suis retrouvée avec des tonnes de sons. J'avais des singes hurleurs dans la jungle au Belize. J'avais plein de sons que je savais pas comment les exploiter. Mais je savais qu'un jour, j'en ferais quelque chose. Et en fait, le premier jour du confinement, du tout premier confinement, je me suis dit, en fait, tous ces sons, je vais en faire un podcast pour les enfants qui sont coincés à la maison, ça va leur permettre de s'évader. J'avais aucun objectif de réussite, j'avais juste un objectif d'aider les enfants coincés à la maison pour qu'ils puissent s'évader différemment. Et en fait, ça a marché assez vite et les enfants se sont emparés du podcast et du personnage aussi, qui est le héros du podcast, qui est le professeur Sapiens, qui est un personnage de fiction qui intervient dans le reportage, qui est très, très vieux, très drôle et qui connaît tout sur les animaux et les enfants l'adorent. Marie et Sylvain, vous avez coécrit donc les livres de la forêt, des contes pour enfants inspirés par la nature et ses animaux. Comment est né le projet ? Le projet est né par Marie. On s'est rencontrés dans un club photo et Marie était avec ses petits-enfants et visionnait des images que j'avais diffusées sur Facebook. Et voilà comment est née l'envie de partager les images que j'avais faites avec les enfants. Et à ce jour, il existe 4 ouvrages, dont Noisette et la Mésange Bleue, je crois que c'est le premier, ou encore le petit dernier, Aska, Petit Prince du Honeck. Comment se passe le processus créatif ? Eh bien, moi, je choisis les images de Sylvain les plus suggestives, les plus parlantes. Et quand j'ai un animal qui me plaît bien, je le documente vraiment pour être au plus vrai de la vie sauvage. Et j'écris mes histoires en fonction des images de Sylvain, de celles que j'ai choisies. Je pars un petit peu à l'aventure au départ et
Parfois, Sylvain me donne des informations sur un animal pour que je puisse avancer dans mon histoire. Et puis, jusqu'au bout, on arrive à faire quelque chose de très bien au plus vrai de la vie sauvage. À chaque fois, on insiste pour que les enfants participent vraiment à la vie de la forêt et en étant vraiment en pouvant connaître les animaux dans leur environnement. Voilà. Et comment vous choisissez le thème pour chaque histoire? C'est vous brainstormez tous les deux en amont ou c'est plutôt vous, Marie, qui décidez? Ça dépend des images que Sylvain m'a données, mais en général, c'est moi qui pars à l'aventure avec ces images, mais on a toujours une complicité, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je travaille sur un animal ou une rencontre, je lui envoie mes écrits pour qu'il valide et que je ne dise pas des choses qui ne sont pas vraies sur les animaux. Et donc l'histoire, Marie, vous l'écrivez, c'est vous qui l'écrivez, mais Sylvain a un droit de regard sur le fond. Bien sûr, oui. C'est une grande complicité. Oui. Ambre, comment on rend un reportage animalier plus ludique de façon à ce qu'il soit adapté aux oreilles des enfants? C'est vraiment la question que je me suis posée au départ quand j'ai commencé à faire ces reportages. Je me suis dit, mais comment est-ce que ça peut intéresser des tout petits de 5 ans? Parce que c'est quand même des scientifiques qui parlent, qui nous racontent l'animal qu'on a en face de nous. Et en fait, l'animal en soi est une telle source de bonheur et de joie pour les enfants qu'il n'y a même pas besoin d'adapter plus que ça. Ils sont toujours intéressés pour savoir quel est le comportement de cet animal, qu'est-ce qu'il mange, comment il vit, etc. Donc, de fait, les animaux intéressent les enfants et les tout petits. Ça fonctionne toujours. Et ensuite, moi, justement, c'est en mettant un petit personnage de fiction en plus dans le podcast que ça attire encore plus les enfants parce qu'il fait toujours plein de bêtises et du coup ça les fait rire. Donc ça rajoute une petite caution rigolote au reportage sérieux. Et tout à l'heure vous évoquiez le professeur Sapiens. Qu'est-ce qu'il apporte au récit ? Justement, c'est ça, en fait. Alors lui, ce personnage-là, il connaît tout, surtout sur les animaux. Il est aussi vieux que les dinosaures. Il peut partir dans le temps, il peut se miniaturiser, il peut faire des tonnes de choses. Donc du coup, c'est un super élément pour nous parce qu'il nous permet justement de parler d'espèces qui ont disparu, puisqu'on part avec lui en reportage. Alors là, par exemple, sur ce reportage sur les dinosaures, j'avais interviewé un paléontologue. Évidemment, on n'a pas vu des dinosaures en vrai, mais on a fait comme si. Voilà. Et ce personnage nous permet de voyager dans le temps et surtout, c'est ce que je vous disais, la caution ludique et rigolote parce qu'il fait beaucoup de bêtises. Il adore les chamallows grillés, il est prêt à tout pour manger un chamallow grillé. Enfin voilà, il y a plein de trucs un peu rigolos avec lui. Comment est-ce qu'on devient reporter animalier ? Alors, ça dépend. Je pense que chacun a un parcours différent. Pour ma part, reporter animalier en podcast, je pense que c'est un métier qui n'existait pas. C'est juste que moi, j'ai commencé à partir avec mon micro et à tenter l'aventure, à tenter mon podcast en me disant si ça marche, tant mieux, mais si ça marche pas, c'est pas grave, j'avais envie de tester ça. Moi, je suis journaliste au départ, donc poser des questions à des guides, c'est quelque chose que je sais faire et ma formation, c'est ça tout simplement. Sylvain, vous êtes photographe animalier. Qu'est-ce qui caractérise vos photos ? Alors la plupart des gens me disent que mes photos sont parlantes et c'est ce que j'essaie de faire passer dans mes photographies, c'est-à-dire que je cherche à avoir une communication avec l'animal et j'attends toujours qu'il ait une attitude qui soit parlante. Alors pour l'adulte comme pour l'enfant, en fait, je ne suis pas fixé au départ sur les enfants, mais j'essaie toujours de faire parler les animaux que je photographie. Et ça peut prendre combien de temps de faire la bonne photo ? Alors là, c'est aléatoire en fait, puisque nous, en tant qu'humains, on ne décide de rien. C'est la nature qui va décider de venir ou ne pas venir à nous. Donc, quelquefois, j'ai fait des affûts de 5 heures sans jamais faire une image. Et des fois, au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes, on a réussi à faire les images qu'on avait envie de faire. Parce qu'aujourd'hui, on part avec un peu d'expérience. Je pars avec l'envie d'une image bien précise. Et des fois, je reviens sans, des fois, je reviens avec. Mais je reviens plus souvent sans l'image qu'avec l'image.
Et Marie, vous faites de la photographie aussi, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez rencontrés dans un événement dédié à la photo. Oui, mais pas les animaux. Je n'ai pas la patience de rester pendant 5 ou 6 heures à attendre les animaux. Je prends facilement, je fais de la photo créative et un petit peu des portraits d'enfants, et voilà. Et Sylvain, vous êtes vosgien, vous êtes particulièrement attaché. Marie aussi, vous êtes vosgienne? Oui. Vous êtes tous les deux. Moi, je suis de la plaine. Comment? Moi, je suis de la plaine, du côté d'Épinal, et Sylvain est du côté de la montagne. Et vous êtes tous les deux particulièrement attachés à votre région, mais vous êtes amenés à voyager également, à prendre des photos ailleurs, dans d'autres régions? Alors moi je fais quelques photos ailleurs, je suis une fois allé photographier les ours en Slovénie, mais franchement j'aime tellement ma région et j'ai vécu toute ma vie dans la forêt. J'ai une carrière de 44 années de bûcheron et moniteur de ski, donc j'ai passé toute ma carrière professionnelle dans la nature et donc il y a tellement de choses à montrer à côté de chez soi. On n'est pas obligé d'aller très loin. C'est bien qu'il y ait des gens qui le fassent parce qu'il faut aussi montrer ce qu'on a en dehors de chez nous. Mais la richesse de la nature juste à côté de chez soi est très forte et très grande. Donc c'est le but premier de notre démarche en fait. C'est montrer ce qu'il y a à côté de chez soi et montrer la beauté des animaux. Et quand on connaît ces choses-là et qu'on admire les animaux, bien on va les respecter plus facilement par la suite. C'est un peu le but de nos livres. Et justement, Agathe nous parle de jeunes amoureux de la nature et des animaux. C'est parti pour la loupe. Agathe, cette semaine, tu nous parles d'un projet fabuleux, celui de Mathilde et Nicolas, originaires d'Antibes. Ils ont créé Darwin Forever, une association qui vient en aide aux animaux placés en refuge. Et oui, chaque année en France, ce sont 300 000 animaux de compagnie abandonnés, soit l'équivalent d'un abandon toutes les 2 minutes. Alors face à l'urgence, c'est en hommage à Darwin, le premier chien de Mathilde et Nicolas, lui-même adopté d'un refuge. Les enfants ont voulu agir. Je propose d'écouter Nicolas. Moi, la toute première fois que je suis dans un refuge, c'était pour déposer les affaires de Darwin quand il est mort. C'était au refuge du Flot. Il y avait une 50aine de chiens et chats abandonnés. Moi, c'était triste. Et après, ils n'avaient pas beaucoup de couverture. Ils étaient très froids. Je les voyais derrière la cage. Ils étaient tristes. Aussi, on avait trouvé une balle, donc on faisait la passe à chaque chien. Et après, on jouait avec eux. Bien sûr, j'ai demandé à ma mère d'adopter tous les chiens et chats, mais elle a dit non, malheureusement. Et donc, on a réfléchi à un moyen pour les aider. Voilà, à défaut de pouvoir adopter tous les animaux comme l'aurait bien souhaité Nicolas, la solution s'est trouvée du coup en créant cette association Darwin Forever. En France, les refuges manquent souvent de bénévoles pour tenir compagnie aux animaux. Il manque également d'approvisionnement comme des couvertures et des croquettes. Et en 2016, ils étaient 2. Aujourd'hui, ce sont 780 bénévoles dans toute la France, âgés entre 5 et 25 ans, qui ont rejoint l'association. Quelles sont leurs actions ? Alors, très souvent, les enfants créent des affiches, des dessins pour annoncer des collectes de dons qu'ils placardent ensuite dans des restaurants, dans des hôtels et des magasins. Une fois que le message est passé dans les 50 partenaires points relais, vous avez la team MUM et la team DAD qui assurent la redistribution des dons, mais aussi de faire le lien avec des vétérinaires en cas de besoin pour les animaux. Voilà, aujourd'hui, l'association est très fière d'avoir récolté 12 tonnes de croquettes, 11 tonnes de couvertures et 1 tonne de jouets. Et alors exactement, quel est l'objectif de cette association ? Eh bien, c'est vraiment de venir en aide à ces animaux qui sont dans les refuges, donc qui sont abandonnés, leur apporter un maximum de soutien émotionnel, d'aller les voir, de leur apporter des croquettes. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque les bénévoles sont aussi engagés et interviennent dans des écoles. Ils interviennent avec un projet pédagogique et ils mettent l'accent sur cette protection animale. Et ils parlent également, ils élargissent également contre la pollution marine et tous les enjeux qu'on peut trouver autour de l'environnement. Face à ce manque de moyens qui n'est pas mis en place justement dans les écoles, Mathilde aimerait beaucoup voir une protection animale et environnementale. Elle tire la sonnette d'alarme. Je propose de l'écouter. Alors, il y a un projet aussi que j'aimerais mettre en place. Donc, ça serait de faire un permis européen donc dans chaque école d'Europe qui regrouperait toutes nos actions. Donc, Darwin Forever depuis 6 ans, nos actions phares.
Et donc j'en avais parlé au Parlement européen donc il y a 2 mois. Et on m'a conseillé d'aller voir, de prendre rendez-vous avec monsieur le ministre Gabriel Attal. Donc voilà, on m'a conseillé et on m'a dit bravo sur ce projet. Et donc voilà, j'aimerais beaucoup le réaliser. Et en attendant la réponse du ministre de l'Éducation, je rappelle que l'abandon d'un animal domestique ou d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors si vous souhaitez rejoindre l'association Darwin Forever, on vous donne bien sûr rendez-vous sur leur site internet. Merci beaucoup Agathe. Marie, pourquoi c'est essentiel de stimuler la curiosité des enfants ? Eh bien, moi, je trouve que maintenant que les enfants vont plus assez dans la nature, et je trouve qu'il faut absolument les ramener dans les bois, dans les forêts, redécouvrir, respirer, protéger la nature. Et pour moi, c'est essentiel qu'ils retrouvent cette curiosité, parce que on voit, nous, maintenant, quand on va dans les classes, des enfants qui parle beaucoup justement des animaux d'ailleurs, des animaux d'Afrique, des animaux d'autres continents, et pas suffisamment, ils ne s'intéressent pas suffisamment aux animaux qui sont autour de chez nous. Et pour moi, c'est très très important qu'ils puissent repartir avec leur famille, leurs grands-parents, leurs parents, dans la nature et profiter de tout cet environnement qui est absolument magnifique autour de chez nous. Et vous diriez que votre carrière d'institutrice maternelle est un atout pour raconter des histoires aux enfants ? Oui, bien sûr, parce que j'ai été nourrie toute ma carrière avec les livres d'enfants. J'étais une des premières à installer les bibliothèques d'école, etc. Et je me suis nourrie de toutes ces histoires. Et avec ma classe, en fin d'année, je créais toujours des histoires qu'on mettait en musique avec les musiciens autour de chez moi pour intéresser les enfants à la vie et aux arts et à la fois lecture maths, tout, on mélangeait tout et on racontait des histoires Donc moi, dès que j'ai vu les photos Sylvain, j'ai dit moi il me faut ces photos pour écrire de très jolies choses, parce que ça n'existait pas vraiment des livres d'histoire avec des vraies photos animalières. Je voulais que ce soit au plus vrai de la vie sauvage. Voilà. Oui, d'ailleurs, vos histoires, vous les faites vivre puisque vous allez à la rencontre d'enfants pour leur faire découvrir les livres. Quel retour vous avez ? Là, justement, aujourd'hui, on est dans une école en Haute-Saône, dans une classe de maternelle. Et moi, je raconte les histoires et Sylvain installe un diaporama où il montre les enfants en photo et aussi en vidéo pour intéresser justement les enfants à la vie sauvage autour de chez nous. Et bien sûr, on a des moments fabuleux et exceptionnels avec Sylvain. Et on se complète bien. Moi, je raconte et lui, il explique les animaux et leur vie en forêt. Voilà. Ambre, vous concernant, d'où vous est venue cette passion pour la transmission ? Alors ça, je pense que c'est assez naturel. C'est quelque chose que j'ai eu toute petite, cet amour pour les animaux, et en grandissant, très très envie de transmettre. Ça me parle vraiment quand j'écoute vos autres invités, parce que je fais la même chose, je fais dans les écoles. Alors moi, du coup, je montre pas de photos puisque tout est audio chez moi, mais je vais faire des blind tests de cris animaliers. Donc on écoute des animaux justement qu'on a chez nous en France, et on essaie de découvrir à qui ils appartiennent. Et c'est pareil, c'est toujours des moments de joie, de partage, d'émerveillement pour les enfants. Parce que, comme le disait Sylvain tout à l'heure, et je suis complètement d'accord avec lui, pas besoin de partir au bout du monde. On a en France des espèces incroyables. On a une faune fantastique. On a des ours, des lynx, des hiboux grand-ducs, des chamois. C'est incroyable. En Méditerranée, on a des dauphins, des grands rorquals, moi à Marseille. Donc on a vraiment une faune incroyable juste à côté de chez nous à découvrir. Et justement, c'est quoi l'atout du podcast comme moyen pour transmettre ? Parce que ça fait jouer vraiment l'imagination. Et ça, c'est fantastique. C'est-à-dire que souvent, moi, je disais, si vous regardez un reportage animalier à la télévision, jamais vous n'aurez l'impression de vivre le reportage. En revanche, si vous écoutez un reportage animalier, donc vous fermez les yeux, vous vous concentrez sur vos oreilles, vous entendez les bruits de la forêt, vous entendez les animaux à côté, vous avez l'impression d'y être. En fait, c'est le pouvoir de l'imagination grâce à l'audio qui peut vous emmener vraiment en voyage. Et les enfants ont l'impression d'être partis avec moi faire des reportages.
Et d'ailleurs, de temps en temps, j'emmène des classes entières avec moi en reportage pour vraiment vivre l'aventure. Donc pour vous, le son peut être plus fort que l'image finalement, c'est plus immersif. Alors moi je trouve que le son est plus immersif absolument et aussi beaucoup plus facile de partir en reportage, voir des animaux juste avec un micro plutôt qu'avec une équipe de télé, des caméras, etc. Parce que quand on va voir la vie sauvage, Sylvain vous le dira, il faut être très discret, il ne faut pas faire de bruit, il faut rester en affût pendant des heures. Alors que si on arrive avec toute son équipe de tournage, on va faire fuir tout le monde, on va embêter tout le monde dans la forêt. Si on y va juste avec un petit micro discrètement, on n'embête personne. Et je crois que pour vous, c'était aussi une réponse à l'omniprésence des écrans. Absolument. De toute façon, le podcast, c'est vraiment ça. Hein. Comme la lecture. Et la lecture, on sait qu'il y a de moins en moins d'enfants qui lisent. Le podcast permet de quand même développer l'imagination. Il pallie un peu à ce manque de lecture qu'on ressent très fortement aujourd'hui. Et c'est vrai que les enfants peuvent vraiment partir complètement dans le podcast. Moi, je fais des tests à la maison du podcast. Je leur fais écouter des petits extraits d'histoire, par exemple, avec des vampires. OK, on éteint toutes les lumières, on se concentre. Et alors là, je leur dis, vous avez vu quoi ? Bon, ils n'ont rien vu puisque tout était avec les oreilles. Mais alors, je peux vous dire qu'ils en ont vu des choses. Hein. Ils me racontent des trucs qui n'étaient pas du tout dans l'histoire, mais que leur imagination a créé pour eux. Et Sylvain, Marie, la photographie en guise d'illustration, c'est assez rare en littérature jeunesse. Le fait de voir de vrais animaux dans des vrais paysages, c'est un atout pour raconter une histoire et toucher les enfants. Oui, complètement, parce que en fait, c'est vrai que l'image, comme je vous l'expliquais, en fait, mes images, j'essaie de faire des images parlantes. Donc, dès l'instant que les enfants voient mes images, en fait, ils ont envie de toucher l'animal. On a quelques anecdotes que les parents nous racontent ensuite et franchement, on sent que l'enfant s'est quand même immergé dans l'histoire et dans la nature grâce à nos livres. Oui. Sylvain, c'est quoi une photo réussie ? Oula, une photo réussie, c'est celle qu'on avait envie de faire. En fait, je pense que c'est juste ça. Après, on ne parlera pas forcément technique sur une photo qui va être parlante. En fait, forcément, si la photo est très technique, elle va être encore beaucoup plus agréable à regarder. Mais la photo réussie, c'est vraiment celle qu'on a imaginée. C'est celle-ci. Et Marie, vous essayez de... Bien parlante, bien suggestive, qui donne envie d'écrire une histoire. Marie, vous essayez de faire passer des messages à travers les contes ou vous vous contentez de retranscrire le réel ? Oui. Notre dernière histoire parle d'un petit chamois qui a été dérangé par un chien qui n'était pas tenu en laisse. Et ce petit chamois a déroché, il est tombé, il a perdu sa maman. Et moi, je l'ai fait partir loin sans sa maman et il a eu du mal à la retrouver. Mais on voulait par ce biais raconter aux gens, aux enfants, leur demander d'être nos ambassadeurs auprès de la population pour dire que les chiens non tenus en laisse pouvaient poser des problèmes pour la nature. Et voilà, d'autres fois c'est des chouettes aussi qu'il ne faut pas déranger, c'est faire attention, c'est se déplacer sans faire de bruit, c'est se déplacer en observant, en écoutant, en vivant la nature et sans déranger. Il y a des messages à chaque fois, oui. Ambre, j'ai une question pour vous. Le podcast n'est pas alarmiste, mais dans quelle mesure vous parlez d'environnement par rapport aux animaux ? Je pense notamment à Marseille avec la pollution en mer qui doit forcément impacter la vie marine. Quelle est la place de l'écologie dans votre podcast ? Alors, la place de l'écologie, c'est que... En fait, on est vraiment dans de la sensibilisation par l'émerveillement, hein, c'est ce que je disais. Donc, on est là pour apprendre à connaître les animaux. Et quand on comprend mieux leur comportement,
on comprend que l'intrusion de l'homme, du coup, n'est pas agréable pour eux. Par exemple, quand je pars justement voir les dauphins, par exemple, je pars, et je le précise toujours au début du reportage, avec un scientifique, un naturaliste. Je ne pars pas sur des bateaux qui ne respectent pas les distances de sécurité, on ne coupe pas la route aux animaux marins quand on les croise, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on distille en fait dans le podcast, sans vraiment que les enfants s'en rendent compte, mais on donne des petites infos. Et notre fameux professeur, qui est notre personnage de fiction, est là pour nous rappeler aussi qu'il ne faut pas nourrir les animaux, qu'il ne faut pas lancer des chips aux poissons, que ça n'a pas de sens. Donc on est là pour rappeler des petits gestes écolos de protection. En revanche, c'est vrai que je ne parle pas de pollution, mais de façon volontaire, puisqu'on n'est pas là pour... Alors, il y en a plein d'autres qui le font très très bien. Moi, je suis juste là pour faire découvrir des animaux et rappeler qu'il faut faire attention puisqu'on est dans leur milieu naturel, on est juste des invités dans leur milieu. Merci beaucoup Ambre Godet, merci à Marie Houlbrec et Sylvain Mangel également d'avoir répondu présent à l'invitation de School TV. Merci Agathe. Merci. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition.